Monsieur le Président, sans me mettre à la place du régime, vous dites que le bus est encore là, le bus n'a pas bougé, l'État c'est une continuité. Et si le régime rétorque en disant qu'il n'a pas hérité de vous un bus fonctionnel, mais une épave. Il ne peut pas dire ça, pour la simple raison que entre nous et eux, il y a Salou. Et c'est ça qu'on refuse. L'actuel régime n'a pas hérité du régime de la 6e République. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'audit. L'actuel régime a hérité de la transition. Nous savons ce que nous avons... Quand nous sommes venus au pouvoir en 2000, nous savons ce que nous avons trouvé. Et nous avons exigé à ce que la personne qui nous a dit « voilà ce que nous avons trouvé » vienne à la télé le dire. Et elle est allée le dire. En quittant le pouvoir, après le coup d'État, nous savons ce que nous avons laissé. Mais aujourd'hui, personne ne sait ce que Salou a laissé. Personne ne sait ce que la transition a laissé. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être comptables de la gestion de Salou. Non. On ne peut être comptable que de notre propre gestion. Et notre propre gestion ne date pas, disons, de 2011. Monsieur le Président, le nom de Salou revient fréquemment dans les déclarations de l'opposition. Est-ce à dire que Salou a eu un parti pris dans la gestion de cette transition? Je pense que nous nous sommes sentis lésés sur tous les plans. Nous avons vécu des moments très pénibles au temps de la transition. Et ça, je crois que tout le monde en était témoin. Hein? Beaucoup de nos militants ont été emprisonnés. Moi-même, j'ai été retenu, j'ai été gardé à la police, j'ai été gardé à la gendarmerie. Certains de nos camarades sont allés jusqu'en prison. Il y a même un, Elhadji Sido, qui est décédé en prison. Alors que la transition ne devait pas uniquement s'occuper, même s'il fallait faire un assainissement, l'assainissement devait être fait à travers d'une manière équitable, qui pouvait permettre aussi bien, disons, de frapper ceux qui étaient à l'opposition. Parce que nous nous sommes sentis à l'opposition à partir du 18 février. Le fait que nous soyons à l'opposition après les élections, ça a été juste formalisé. Mais en fait, dans les faits, on était déjà à l'opposition. Et ce qui s'est passé pendant la transition, tout ce qu'on nous a fait, en termes d'exaction, tous les Nigériens le savent. Et c'est ce qui nous a poussé à dire que quand on est arrivé aux élections, ces élections ne pouvaient pas être des élections transparentes. Revenons à l'actualité, au fait présent. Je crois que c'est le plus important et c'est ce pourquoi peut-être aujourd'hui nous sommes là. Il ne s'agit pas de faire peut-être le procès de qui que ce soit et surtout pas peut-être de la transition. La transition est déjà derrière nous. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la vie socio-économique du Niger pendant un an écoulé, pendant que vous êtes à l'opposition et les autres sont au pouvoir. Alors, je crois que c'est le plus important et venons-en. Venons-en à travers, par exemple, la gouvernance politique et institutionnelle. Et nous savons que c'est l'un des points qui vous tient beaucoup à cœur. Et pour tous les acteurs politiques, l'une des priorités de cette gouvernance, c'est d'abord et avant tout le respect de la Constitution et des textes fondamentaux. Alors, à ce propos, l'opinion se souvient de la célérité excessive avec laquelle vous avez dit que le président de la République avait violé la Constitution en nommant son Premier ministre. La charge, Monsieur le Président, était quand même trop sévère et rapide. Oui, mais vous avez vu qu'on n'a pas déposé une requête par rapport à cela. Mais nous l'avons signalé. Et pourquoi? Mais on n'a pas déposé de requête parce que quand nous avons rencontré le président de la République, nous avions dit que tant que le président de la République respecte la Constitution et s'occupe des intérêts du Niger, tout ce que nous pouvons faire pour l'aider, nous le ferons. Mais que s'il viole la Constitution, nous allons dénoncer. S'agissant donc de la nomination du Premier ministre, le 7 avril, quand le président de la République a lu son discours d'investiture, pour ceux qui s'en souviennent, il a dit dans le discours qu'il va nommer le Premier ministre dans l'après-midi. Et il l'a fait.
La cérémonie s'est terminée vers 14 h. Et la nomination a eu lieu, je crois, vers 16 h, 17 h. Au niveau des textes, le Premier ministre, à partir du moment où nous sommes dans un régime semi-présidentiel, le régime semi-présidentiel, le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République sur proposition de la majorité. On est d'accord? Le 7 avril, la majorité n'était pas constituée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale s'est réunie après. Même si le Président de la République a été élu sur la base d'une majorité, ça c'est au niveau des élections présidentielles. Mais au niveau de l'Assemblée, il fallait d'abord que l'Assemblée soit en session, que les groupes se déterminent et que chaque groupe parlementaire fasse une déclaration d'affiliation, soit à la majorité, soit à l'opposition. C'est seulement en ce moment qu'on peut dire voilà la majorité qui est composée de tel nombre de députés, voilà l'opposition qui est composée de tel nombre de députés, et là on sait que le président de la République, il a sa majorité, et c'est dans cette majorité maintenant qu'on lui propose 3 noms sur lesquels les choses. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est que les textes imposent au président de la République qu'il y ait d'abord une enquête de moralité sur la personne du Premier ministre avant sa nomination. Ça, ce n'est pas seulement pour le Premier ministre, même pour les hauts cadres aujourd'hui, hein, même si ce n'est pas fait. Et nous nous sommes rendus compte que entre le moment où le président l'a annoncé et le moment où il l'a nommé, il était difficile de faire une enquête de moralité. C'est-à-dire en 2 heures pratiquement. Je ne vois pas comment on peut faire une enquête de moralité en 2 heures. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête de moralité. Et si l'enquête de moralité a été faite avant, qui a donné les instructions pour faire l'enquête de moralité? Si c'est le président de la République qui a donné les instructions, au moment où il a demandé de faire l'enquête, il n'était pas président de la République. Il est président de la République seulement après l'investiture, et quand la Cour constitutionnelle dit « nous prenons acte de votre serment et nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions ». Avant ça, tout acte qu'il pose avant ne concerne pas le président de la République, ça concerne sa propre personne. Et je ne vois pas comment le président Issouf, qui était élu, mais pas investi, s'il donne des instructions pour faire des enquêtes de moralité, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen nigérien a le droit de le faire. Voilà les 2 raisons essentielles pour lesquelles nous avons dit que la Constitution a été violée. Mais nous n'avons pas fait de requête pour qu'on ne dise pas, à peine investi, voilà encore l'opposition. On n'a pas fait. Mais on a attiré l'attention du président de la République. Ces violations répétées de la Constitution par le pouvoir en place constituent une plaie béante pour le dit pouvoir. Mais on sent une certaine retenue de l'opposition à enfoncer le clou. Mais pourquoi? Mais si vous voulez qu'on enfonce le clou, bon, donnez-nous le clou qu'il faut. Parce que nous avons dit que nous allons rester dans une opposition constructive. Parce que ce qui est curieux au Niger, c'est que quand vous faites des choses sérieuses, les gens ne sont pas contents. Pourquoi je dis ça? Si c'était une opposition qui, dès la première année, est sortie dans la rue, en brûlant des pneus, en faisant des marches, matin, midi au soir, on va dire que cette opposition-là, elle est irresponsable. Nous n'avons pas voulu de cela. Nous avons dit, nous allons nous battre sur le terrain du droit. Et c'est ce qui fait que certains trouvent peut-être que nous allons trop vers la Cour constitutionnelle, mais il faut que ces gens-là se disent que c'est quand même la Cour qui juge les affaires politiques. Il n'y a pas une autre Cour. Hein. Donc le fait que nous ayons pris cette voie-là, et nous pensons aujourd'hui qu'à travers ça, nous avons des résultats qui sont là, sans brûler des pneus, sans faire des marches. Hein. Nous attirons l'attention du peuple sur certaines dérives, disons, de ce pouvoir-là. Maintenant, rien ne dit, peut-être que nous n'allons pas changer de tactique, mais pour l'instant, c'est vraiment la procédure que nous avons donc adoptée. Sauf que, Monsieur le Président, pour une certaine opinion, l'opposition actuelle n'est pas fondée
à interpeller le régime par rapport au respect de la Constitution, au respect des lois de la République. Vu votre passé, je vais faire allusion au Tazartier, ou pour un avis de la Cour constitutionnelle pour rejeter votre projet de Tazartier. Vous l'avez vilipendé, fait vilipender, vous l'avez même dissoute. Donc les gens disent que vous n'êtes pas fondé. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous avez volé. Et on vous prend la main dans le sac et vous dites, je ne suis pas le seul, l'autre aussi a volé. Mais vous n'avez toujours pas dit que vous n'avez pas volé. Ce n'est pas, même si c'était le cas, je vais revenir sur le Tazartier, comme vous l'avez dit, même si c'était le cas, ce n'est pas parce que quelqu'un a posé un acte répréhensible qui vous donne le droit, considéré comme répréhensible. C'est pas ça qui vous donne le droit de poser le même acte parce que tout simplement il l'a posé. Je ne pense pas que ce soit responsable. Au contraire, vous devez faire exactement le contraire de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Maintenant, par rapport au Tazartier, je pense que c'est peut-être quand vous aurez l'occasion de poser la question à Sanoussi, il pourra vous dire exactement ce que c'est que le Tazartier. Parce que le député Max l'a dit, aujourd'hui au niveau des autorités actuelles, on a l'impression que beaucoup d'entre eux ne regardent pas, disons devant, ils regardent dans le rétroviseur. Quels que soient les actes qui ont été posés en cette période, il y a eu un coup d'État. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui qu'un coup d'État est meilleur qu'une violation de la Constitution? Dans quelle disposition des textes de la démocratie il est prévu de faire un coup d'État? Alors, si aujourd'hui nous sommes, et avant ce coup d'État-là, il s'est trouvé que le Niger, sur le plan de la viabilité, est un pays viable. On aurait encore compris si, et c'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles les autorités actuelles ne veulent pas entendre parler de l'audit de la transition. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont trouvé, ils savent ce que la transition a fait, et ils savent ce que eux-mêmes sont en train de faire. Et on va revenir là-dessus. Moi, je pense que, en termes de responsabilité, il faut éviter à chaque fois de regarder dans le rétroviseur. Le président de la République, Issouf, a été élu par 58%. C'est 58% des électeurs qui ont voulu qu'il soit là où il est. Les 42% ont voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où il est élu, il est le père de la nation. Il n'a pas le droit de faire de différence entre ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et qui plus est, sont considérés comme des Tazartistes qu'il faut donc envoyer à chaque fois à la vindicte. Moi, je pense que ce serait une erreur monumentale pour le président de la République de vouloir le faire.